Bonjour. Face aux défis climatiques et enjeux géopolitiques actuels, la démarche prospective s'impose comme une démarche essentielle, tout à fait fondamentale pour pouvoir se projeter dans le futur, essayer de l'anticiper, voire de le façonner. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que ces démarches prospectives, et notamment des démarches critiques fictionnelles, qui s'appuient donc sur l'utilisation de la fiction, peuvent apporter pour réinventer les supply chains de futur et notamment vers une orientation durable. Pour parler de ces enjeux, j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Martin Lequin, expert chez OnePoint et cofondateur du collectif Making Tomorrow. Martin, bonjour. Bonjour Valentina. Ravi de t'avoir ici avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter succinctement ? Oui, avec plaisir. Moi, j'ai suivi en fait une formation à la fois en management et en design. J'ai toujours eu à souhait en fait d'hybrider des approches stratégiques, des approches managériales d'une part et des approches créatives inspirées du design d'autre part. Et puis effectivement, je me suis beaucoup interrogé dans mes activités de conseil sur la façon d'aider en fait les organisations à penser en rupture en fait les stratégies et aller souvent au-delà des horizons, on va dire traditionnels, des horizons des exercices stratégiques. Court-termiste normalement et de plus en plus. Mais donc arrivons tout de suite au cœur de cet échange, la prospective. Elle vient d'où ? Ce sont quoi ses origines ? Qu'est-ce qu'elle peut apporter ? Alors il y a quelques grands jalons dans l'histoire de la prospective. Années 30, crise économique, New Deal. Et donc une volonté en fait de remettre en question effectivement les approches des institutions, d'anticiper davantage l'avenir. Et donc il y a un certain nombre d'initiatives qui émergent à ce moment-là. Année après la Seconde Guerre mondiale, on voit aussi émerger une forme d'institutionnalisation de la prospective, avec un enjeu effectivement de planifier, d'anticiper. Mais c'est une prospective souvent très extrapolation de tendance, très quantifiée, non ? Absolument. Alors parmi les méthodes qui priment, et en particulier dans les années 70, on parle beaucoup de l'approche par scénario, où on va extrapoler effectivement des facteurs de changement déjà observables pour construire des scénarios. Donc effectivement, on va faire un bond dans le futur, on va se dire la supply chain en 2080, quels peuvent être les impacts et l'organisation de référence en la matière, c'est Shell, qui effectivement, dans les années 70, parvient mieux que d'autres en fait, à anticiper le choc pétrolier de 73. Et donc, dans la foulée, il y a un certain nombre d'organisations. Dans la logistique, il y a DHL notamment, qui avait fait beaucoup d'exercices sur des pandémies, des crises sanitaires, et quelque part, qui avait réussi à mieux s'adapter. DHL qui continue d'ailleurs à publier. Aujourd'hui, il publie ce rapport tous les ans, le Radar Trends. Donc, effectivement, ils essayent de mapper un peu les évolutions. Mais bon, ça, c'est une façon de faire la prospective. Il y a une autre façon qui est beaucoup moins quantitative. Peux-tu nous en parler un peu ? Absolument. Alors depuis effectivement une dizaine d'années, il y a une remise en question effectivement des approches probabilistes, des approches qui sont essentiellement statistiques, avec une volonté effectivement de faire émerger des visions quelque part qui s'affranchissent des visions dominantes et qui permettent davantage de penser rupture et d'anticiper effectivement des formes de rupture qui peuvent quelque part remettre en question un certain nombre de fondamentaux. Parmi ces approches, le design fiction, qui est une approche qui émerge effectivement il y a une quinzaine d'années, et dont l'ambition effectivement est quelque part de réussir à ouvrir le champ d'analyse et de se dire si on sort du cône du probable, des évolutions qui sont encore une fois des scénarios probabilistes qui sont extrêmement documentés, extrêmement quantifiés, est-ce qu'il y a des ruptures dans notre environnement sur lesquelles on doit aussi se préparer ? Qui sont plausibles. Absolument. Alors quand on fait du design fiction, effectivement, on va travailler sur différentes qualités de futur. La finalité du design fiction, c'est vraiment d'imaginer différents futurs, des futurs improbables, des futurs inimaginables, des futurs souhaitables, des futurs non souhaitables. Et effectivement, avec l'ensemble de ces visions, on va essayer de se forger une grille de lecture, de générer du débat, de générer de la discussion et de se dire, maintenant qu'on a compris ce qui pouvait arriver demain, comment, et quelque part, on est en mesure de prendre les bonnes décisions dès aujourd'hui et d'être mature si ces ruptures se produisent. Effectivement, tu dis de générer du débat parce que souvent ces démarches sont appelées de prospective critique. Donc le but, effectivement, c'est avant tout de questionner les comportements pour pouvoir les faire évoluer vers des futurs probables ou des futurs souhaitables ou éviter des futurs qu'on ne souhaiterait pas voir arriver, n'est-ce pas ? Absolument. Alors l'un des pères fondateurs du design fiction, c'est effectivement un designer qui
s'appelle Julian Blicker, et qui explique que le design fiction, c'est un mélange intentionnel de faits de science, d'une part, et de faits de fiction, d'autre part, pour quelque part suspendre l'incrédulité. Et donc, il y a cette ambition, effectivement, de toujours tangibiliser, effectivement, des situations auxquelles on pourrait être confronté demain. Quelque part, effectivement, pour prendre du recul et se dire, voilà, si ça arrive réellement, comment je réagis. On s'y prend, ouais. Et en fait, bon, on comprend, là, tu as mentionné pour la première fois fiction, mais c'est vrai qu'on a design, fiction. Design, on a compris, mais qu'est-ce qu'on fait, les fictions, quel rôle ont-elles à jouer dans ce type de démarche? Alors, je vous ai amené un exemple extrêmement concret. On a été amené à réfléchir au futur de l'agriculture, et donc, plutôt que de produire un livre blanc ou un cahier de tendance, on va produire des fictions. Vous voyez, là, ça prend la forme d'un journal fictionnel. Et donc, il raconte ce que vous verrez, en fait, dans une quinzaine d'années au Salon de l'Agriculture. Et à titre d'exemple, on présente dans cet article un certain nombre de récits, des récits fictionnels qu'on a rédigés notamment avec des auteurs. Et donc, on raconte, par exemple, comment les IA, les intelligences artificielles, ont gagné le marché de la restauration collective pour l'Île-de-France. Ça soulève un certain nombre de débats sur, effectivement, est-ce qu'on est prêt, quelque part, à déléguer le choix de l'alimentation à des formes d'automatisation, à des algorithmes, comment réagissent les parents. Donc, on va interroger des parents sur le pour et le contre. Et donc, on a toujours ce souci, en fait, de créer des mises en scène, des mises en situation qui vont masquer, en fait, momentanément leur caractère fictionnel. Donc, on va le distribuer dans les allées du Salon de la Culture et on va le présenter comme étant, effectivement, des développements réels, des faits de science. Et l'enjeu, ça va être effectivement, de mesurer les réactions, de comprendre ce que ça suscite comme controverse et, effectivement, d'éclairer, quelque part, des orientations vers lesquelles on veut tendre dans une logique de futur choisi plutôt que subi. Donc, la fiction est là, d'une part, parce qu'on s'inspire d'imaginaires qu'on connaît déjà souvent dans la science-fiction et tout ça, mais la fiction est là aussi parce que les productions de ces démarches ont vocation à être de nature fictionnelle. Ça peut être un journal, une vidéo. Absolument. Alors, pour revenir aux imaginaires de fiction, effectivement, quand on va produire ce type de choses, on va passer beaucoup de temps à la façon, effectivement, d'un anthropologue ou d'un archéologue, effectivement, à cartographier les imaginaires. On va construire ce qu'on appelle des lignées d'imaginaires. Donc, on va regarder, effectivement, quelles étaient les visions de l'agriculture, par exemple, depuis une centaine d'années, et on va tracer, effectivement, des lignées pour comprendre, effectivement, ce que ça dit de nos imaginaires et des visions du monde de demain. Toujours dans cette idée de faire un pas de côté et dire comment... Oui, tout à fait. Le pas de côté est essentiel dans ce type d'approche. Absolument. Comment on s'affranchit de ces visions. Bon, donc ça, nous avons vu cet exemple qui est tout à fait passionnant. Est-ce que tu as d'autres exemples qui pourraient être un lien direct avec la supply chain ? Absolument. Alors, la particularité de la supply chain, on parlait des imaginaires, c'est que l'imaginaire de la supply est souvent un imaginaire effectivement assez, on va dire, assez indésirable. On parle des entrepôts, des robots. Je prends un exemple. Containers. Absolument. Je prends un exemple qui me vient en tête, c'est le film iRobot. On est à Chicago en 2035 et on voit effectivement des bus, des camions sans chauffeur. On voit des espèces de modes lourds qui acheminent des marchandises en plein cœur des villes. On voit même des robots FedEx qui livrent les personnes. C'est pas des imaginaires très positifs et très inspirant. Et donc l'enjeu, effectivement, c'est d'ouvrir encore une fois le champ des possibles et de se dire est-ce qu'il y a des alternatives souhaitables qui permettent d'inventer des futurs plus désirables pour la supply. Et plus humanisés, peut-être. Absolument. Un exemple qui me vient en tête, c'est une démarche qu'on a pu mener avec un groupement d'industriels qui s'appelle Interreg, qui vise à favoriser la coopération européenne, la coopération transfrontalière. Et donc, dans ce cadre-là, on a essayé d'imaginer des futurs plus désirables en matière de supply chain. Et on a imaginé notamment, effectivement, on s'interrogeait des évolutions de la supply dans un monde sans packaging. Si je reprends l'exemple de l'alimentation, on a imaginé par exemple un steak qui serait entouré en fait d'un film glucidique, tout simplement qu'on va déposer au moment de la fabrication, qui va pouvoir être transporté sans packaging. Et donc tracé, tout ça ? Absolument, et qui va fondre à la cuisson, et donc quelque part une forme d'impact beaucoup plus limité sur l'environnement. Et on l'a présenté lors d'une conférence de presse comme étant un développement réel. Ce qui était extrêmement intéressant dans les réactions. Oui, les réactions étaient... Effectivement, dans un contexte où on sort du Covid avec une société qui est qualifiée de touchless, on va avoir beaucoup plus de difficultés à toucher, à manipuler les choses. Et il y a eu effectivement des réactions orthogonales assez en opposition par rapport à ce type de vision. Et donc, c'est l'intérêt de ces fictions-là, c'est qu'on met sur la table des objets à débat, ce qu'on appelle des objets de médiation, en disant, concrètement, si on extrapole cette hypothèse d'un monde sans packaging, voilà concrètement comment ça demain peut se matérialiser et quelles questions ça soulève. Exactement. Et en tant qu'acteur de la supply chain, on peut mieux s'interroger effectivement sur des développements à entreprendre à l'aune des réactions que ça a pu susciter. Ou pas, entreprendre ou pas. Absolument. Effectivement.
Et est-ce que tu m'avais parlé une fois d'un projet avec La Poste aussi? Alors on a eu l'occasion effectivement de mener un projet avec le groupe La Poste sur les évolutions de la supply chain, en particulier à l'aune de l'introduction des véhicules autonomes. Donc, comment la voiture autonome va modifier le métier du postier. Et donc, il y a une vision, encore, je reprends l'exemple d'Aérobot, mais la vision d'une mobilité qui allait déambuler, qui allait acheminer les colis. Et on s'est beaucoup interrogé effectivement sur l'impact qu'on pouvait avoir, ou en tout cas la contribution de ces nouvelles formes de mobilité à des objectifs d'impact environnementaux et sociétaux. Et effectivement, une des fictions qui a émergé, c'était d'envisager la mobilité autonome comme étant un moyen de capter effectivement des flux. On envisage la ville du futur comme une mine urbaine, une ville dans laquelle tous les flux demain ont de la valeur. Et on imagine effectivement que le métier du postier pourrait évoluer, s'enrichir demain et être en situation effectivement de capter ces flux, de les valoriser, de les acheminer d'un point à l'autre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement inspirant pour cette organisation qui a réussi effectivement à s'affranchir d'une vision purement technologique pour imaginer effectivement des formes de service à la société. Tout à fait. Voilà, plus durables. Bon, donc, si aujourd'hui tu avais un directeur supply chain devant toi ou un groupe actif dans ces domaines-là, pourquoi et quel serait son intérêt à mettre en place ce type de démarche? Qu'est-ce que ça apporte à ces fonctions? Alors, dans notre pratique, on envisage 3 principaux cas d'application. Le premier, c'est vraiment penser les stratégies et en particulier envisager le long terme dans la façon de penser les stratégies. Nous, on aime bien dire, si votre exercice stratégique vous amène à 5 ans, on va multiplier par 3 cet horizon de temps, on va regarder à 15 ans et on va essayer d'imaginer des ruptures à cet horizon de temps. L'enjeu, c'est bien pour une organisation d'envisager les virages stratégiques, de se dire, est-ce qu'il y a des choses effectivement sur lesquelles on doit se préparer dès aujourd'hui. Le deuxième cas d'application, c'est l'innovation, même si les exemples que j'ai pu décrire n'ont pas vocation à être des idées qui sont implémentables en tant que telles. Ça permet effectivement d'envisager les conditions de mise en œuvre d'une innovation. Et donc, ça vient alimenter des feuilles de route en matière de recherche, d'innovation, toujours à moyen et long terme. Et il y a un troisième cas d'application qui est extrêmement important, qui est la logique de mobilisation et de conduite du changement. Quand on fait ce type d'exercice, on ne le fait pas en chambre, mais on va mobiliser très largement les collaborateurs dans l'entreprise. On va les amener effectivement à mettre à plat les représentations, les imaginaires dominants dans l'organisation, à s'ouvrir effectivement à des visions alternatives et à produire aussi, quelque part, être partie prenante dans ces exercices de production de fiction, parce que ça leur permet effectivement de créer une prise de conscience et quelque part d'avoir une plus forte propension à se mettre en action, à dire maintenant que j'ai fait l'expérience du futur, je suis plus à même effectivement de prendre des décisions. Et ça, on l'a vu aussi parce qu'avec Martin, nous avons collaboré dans le cadre d'enseignement à l'ESCP avec nos étudiants. Les étudiants se sentent d'une part bouleversés par ce type de démarche parce que c'est un peu différente de la façon habituelle de trouver la solution optimale à un problème et en même temps ils se sentent embarqués, ils participent et du coup l'esprit critique, la capacité à aborder des questions devient et amplifiée énormément. Donc oui, effectivement, je vois bien ce côté engagement, conduite et accompagnement du changement. Absolument. Et on peut faire l'hypothèse que dans la boîte à outils du manager, ce type d'approche soit beaucoup plus convoqué. Et on voit aussi de plus en plus de COMEX mobiliser les outils du design fiction en complément des exercices stratégiques pour s'autoriser effectivement de penser un peu plus. Des degrés de liberté plus importants aussi. Absolument. Bon, donc je pense que nous avons compris un peu ce que ces démarches peuvent apporter. Est-ce que tu aurais une citation, un totem, un symbole pour représenter l'importance et l'impact de ce type de démarche ? Oui, il y a une citation que j'aime bien, c'est de dire que le futur appartient à ceux qui prototypent tôt, à ceux qui maquettent tôt. Et c'est la pierre angulaire du design fiction, c'est bien de maqueter effectivement l'avenir. Encore une fois, il y a beaucoup d'exercices de planification qui sont extrêmement séduisants intellectuellement. Je pense d'ailleurs au rapport du GIEC, qui sont extrêmement documentés, pour autant qui ne permettent pas réellement de créer une prise de conscience et de créer une mise en mouvement. Là où l'apport des maquettes, le fait de prototyper, de rendre tangible, de matérialiser, permet davantage effectivement... Un effet sur la mise en action beaucoup plus important. Absolument, il y a un rapport beaucoup plus émotionnel aux choses. Quand on l'a vécu, quand on l'a touché du doigt, quand on l'a manipulé, on est plus informé et donc on est plus à même effectivement de se mettre en action. Certains diraient que ça a un pouvoir performatif beaucoup plus important que le langage scientifique pur et dur, fait de chiffres et de vérités scientifiques. Absolument, les imaginaires sont pas neutres, donc il faut aussi le manipuler avec précaution. Avec précaution. Et ça engage quelque part ceux qui produisent ces visions-là.
avec effectivement un enjeu de tendre vers des futurs qui soient des futurs les plus désirables possibles, même si, vous l'avez compris, dans le fiction, on aime bien faire des détours par la friction, par des futurs qui dérangent, qui interpellent, parce que ça permet d'ouvrir le débat et d'ouvrir le champ des possibles. Bon, merci beaucoup Martin, c'était passionnant que nous soyons en mesure de maqueter, prototyper des supply chains durables et désirables. Au revoir et à une prochaine fois.